Bonjour à tous. Suite ce matin des discussions des sénateurs sur le projet de loi relatif au logement, projet de loi examiné en deuxième lecture au Sénat et présenté par la ministre Cécile Duflot. Hier, les sénateurs ont adopté la garantie universelle des loyers, un dispositif qui vise à favoriser l'accès au logement pour les locataires, cela en rassurant les propriétaires puisque ces derniers auront accès à cette garantie assurée par l'État en cas de problème avec les occupants. Ce matin, les sénateurs ont repris les discussions à l'article 68 du projet de loi, article qui vise à favoriser la construction, notamment en renforçant les outils en la matière des collectivités. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 68. Je vous rappelle que les articles 59 à 67 bis ont été réservés jusqu'à la reprise de la séance de cet après-midi. Article 60, nous avons un amendement 291 du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. J'allais dire, messieurs les sénateurs. Oui. Cet amendement vise à trouver une formule de compromis. Pardon ? Vise à trouver une formule de compromis sur la question des établissements publics fonciers d'État ou locaux, qui a fait l'objet, je crois, déjà de débats dans cette Assemblée, tout comme à l'Assemblée nationale. Vous savez que le gouvernement souhaite développer sur l'ensemble du territoire des outils d'ingénierie foncière et financière, qu'il s'agisse d'établissements publics fonciers, d'État ou locaux. Le développement des nouveaux EPF d'État doit se faire dans une logique de complémentarité, bien entendu, avec les EPF locaux existants, dans un souci de continuité des missions exercées par les EPF locaux, implantés sur un territoire depuis de nombreuses années, et dans les respects des intentions que l'État a déjà manifestées sur certains territoires dépourvus d'EPF. Donc jusqu'ici, les parlementaires des deux assemblées n'avaient pas réussi à trouver un accord sur les modalités de superposition les nouveaux EPF d'État et les EPF locaux existants. Le gouvernement a proposé un compromis qui a été validé par l'Assemblée nationale, puisque la proposition est la suivante, qu'il s'agit pour les EPF locaux existants depuis plus de 3 ans, au moment du lancement de la consultation sur le décret de création de l'EPF d'État, il s'agit de recueillir l'accord des collectivités membres de l'EPF local concernées par les superpositions avec l'EPF d'État. En ce qui concerne les EPF locaux existants depuis moins de 3 ans, il s'agirait simplement de recueillir l'avis des collectivités membres de l'EPF local concernées par les superpositions. Monsieur le Président, je pense qu'on a trouvé un bon compromis. Merci, Monsieur le ministre. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, là, le mot compromis n'est pas adapté. Bon, on a débattu longuement de cette problématique lors de l'examen du texte en première lecture, en commission, et effectivement, je dirais ce que vous nous proposiez figurait dans le texte de loi. Et nous ne sommes pas d'accord pour effectivement que nous ayons des délais de 3 ans, dont l'avis de notre commission, elle est constante. C'est un avis défavorable. Ça correspond au débat que nous avons eu ensemble, et puis ça correspond au débat que nous avions eu dans cet hémicycle, donc avis défavorable de la Commission pour l'amendement que vous venez de nous présenter, Monsieur le ministre. Merci. Je vais donc mettre... oui, Monsieur Tandonnet, je vous en prie. Et moi, je veux insister pour soutenir la position de la Commission. En effet, on ne voit pas trop bien l'intérêt d'aller imposer des EPFL d'État sur l'ensemble du territoire, alors que les EPFL locaux ont montré leur pertinence. Je pense qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact très sérieuse qui a été faite. Et si on comparait l'efficacité des EPFL locaux avec celle des EPFL d'État, je crois que la balance pencherait fortement pour les EPFL locaux. Voilà, donc la Commission a proposé une solution qui défend la décentralisation bien réfléchie, et donc notre groupe soutiendra la position de la Commission. Merci. Oui, monsieur.
Monsieur Colomba, pardon. Oui, Monsieur le ministre, notre position constante, c'est de coller au mieux au terrain et de ne pas changer ce qui fonctionne. Mais ce n'est qu'un début, un tour de chauffe. Hein, ça va bien se passer, vous allez voir ce matin. Merci. Monsieur Jarlier. Oui, moi aussi, je voudrais soutenir la position de la Commission. Lorsque les choses marchent, ce n'est pas la peine de compliquer. On a besoin de stabilité sur certaines structures. Lorsqu'il n'y a pas d'établissement, qu'on envisage la création d'établissements publics d'État, très bien. Lorsqu'il y a un établissement public local, laissons marcher ce qui marche. Quand ça marche sur le terrain, ce n'est pas la peine que l'État s'en mêle. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'un tour de chauffe, autant me chauffer. Je comprends l'argument de Messieurs le sénateur, mais néanmoins, si j'ai bien compris, vous vous opposez au fait que et on ne recueille simplement qu'un avis pour les EPF créés depuis moins de 3 ans. Donc, par définition, n'ont pas fait leur preuve. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je pense que la position de compromis proposée par le gouvernement et acceptée par l'Assemblée nationale, elle est un bon compromis. Et que par ailleurs, Monsieur le Président, si dans un compromis, ça suppose de faire évoluer sa position de départ. Voilà, vous avez rappelé cette position constante du Sénat. Donc je pense qu'on devrait pas arriver à un moment ou à un autre à faire que nous convergions. Si Monsieur Dallier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je prends le pari que c'est une disposition qui n'aura pas beaucoup d'effet. Enfin, nous verrons, mais on voit bien ce qui s'est passé en région Île-de-France. Les positions des uns et des autres sont extrêmement raides, pour utiliser un terme pas trop fort. Et je pense que du coup, il ne se passera pas grand-chose. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 68. Quels sont ceux qui souhaitent adopter l'article 68? Avis contraire? Il est adopté. Même vote sur le 68 bis. Même vote. Nous en arrivons à l'article 69 avec un amendement qui tombe. Et je mets aux voix l'article 69. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 69? Avis contraire? Il est adopté. Article 70 avec un amendement de la Commission. Monsieur Berry-Debat. Rédactionnel. Rédactionnel. Avis du gouvernement? Le gouvernement est favorable, Monsieur le Président. Merci. Je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. Il est adopté. 2 amendements en discussion commune. Le 245. Monsieur Colomba. Dire les choses simplement. Il s'agit de permettre, en matière donc d'application du droit de préemption, à la fois donc aux EPCI et aux communes de pouvoir intervenir lorsque l'occasion de préempter donc est là. Voilà donc l'objet de cet amendement 245. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Pardonnez-moi. Il y a le 173 rectifié bis. Monsieur Van der Ren, donc. Loi MAPAM a érigé la métropole de Lyon en collectivité territoriale sui generis, comme ils disent dans les livres. Donc, il s'agit de lui transposer l'exercice du droit de préemption comme les autres EPCI. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements, Monsieur le rapporteur? Alors, sur le premier amendement, le numéro 245, présenté par notre collègue Pierre-Yves Colomba, c'est un avis défavorable parce qu'en plus, il existe aujourd'hui un mécanisme de délégation qui fonctionne bien. Quand un EPCI, quand une commune fait partie d'un EPCI, quand elle souhaite que l'EPCI préempte, il suffit de prendre une délibération, de déléguer le droit de préemption à l'EPCI, et puis ça fonctionne. Et je dirais, alors vice-versa, je ne peux pas l'affirmer, mais dans ce sens, moi je l'ai pratiqué plusieurs fois. Donc je pense que je ne vois pas de complication de déléguer. Voilà, donc c'est un avis défavorable. Pour l'amendement proposé par notre collègue concernant, je dirais, les modifications qui s'imposent compte tenu de la constitution des métropoles, c'est un avis favorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Oui, Monsieur le Président, en ce qui concerne le 245 rectifié, le gouvernement est défavorable puisque la proposition revient sur l'équilibre du projet de loi ALUR entre le droit des propriétaires et des collectivités. Le propriétaire pourrait être confronté à 2 procédures successives
Et par ailleurs, ça pourrait entraîner un allongement des durées de procédure, la substitution d'intervenants qui a renonciation ou le constat d'une absence de décision. Donc le gouvernement est défavorable. En ce qui concerne l'amendement 173, le gouvernement est favorable. Par ailleurs, il est satisfait par l'amendement Balai de fin de texte, dont je demanderai le retrait, voilà, puisqu'il n'y aura pas de problématique. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lenoir. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je suis très intéressé par l'amendement qui a été soutenu par Monsieur Collombat. Et alors, pas du tout convaincu par les arguments qui ont été avancés. En clair, lorsque une communauté de communes a la compétence urbanisme, si cette communauté de communes souhaite intervenir dans une opération qui doit se dérouler dans une commune, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister, le maire de la commune, le conseil municipal ne souhaite pas que cette opération se fasse, eh bien, la communauté de communes, bien qu'elle ait la compétence urbaniste, ne pourra pas intervenir. Et là, l'amendement qui a été soutenu par notre collègue M. Collombat, alors va vraiment dans le sens d'une intercommunalité renforcée. Et je souhaite que nous prenions le temps de regarder ce point, car la clé qui nous est proposée est extrêmement intéressante. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, compte tenu de l'intervention de notre collègue Lenoir, sachant avec quelle constance et quelle verve notre collègue Pierre-Yves Collombat défend l'autonomie des communes. Si c'est vraiment, Pierre-Yves, le sens de cet amendement, je ne comprends plus. Bon, il y a quand même, parce qu'on ne veut pas quand même que l'intercommunalité se substitue à la commune. Dans l'hypothèse que vient de nous décrire Jean-Claude Lenoir, ça veut dire qu'on passerait outre la volonté d'une commune pour préempter. Donc, je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je reviens simplement, je vous rappelle qu'actuellement, il y a un mécanisme qui existe. Il suffit d'une délibération du conseil municipal pour déléguer à l'EPCI la possibilité de préempter. Alors bon, c'est vrai qu'il faut faire une réunion du conseil municipal, mais quand il s'agit de la préemption d'un terrain, alors que ce soit pour l'urbanisme, que ce soit pour de l'économie, que ce soit pour autre chose, c'est la moindre des choses quand même qu'au niveau d'un conseil municipal, on ait la réflexion et de dire on délègue pas. Donc je réaffirme la position de la commission sur un avis défavorable. Merci, Monsieur Jarlier. Oui, il ne faudrait pas que la mesure aille à l'encontre de la mise en place des PLUI. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est intéressant, c'est déjà possible, hein, lorsque la commune le souhaite, mais je crains qu'une décision comme celle-là, puisse être un frein à la mise en place des PLUI, parce que du coup, les maires vont se voir dessaisir d'une partie de leur pouvoir du droit des sols. Et moi, je pense qu'on ne peut pas confondre le droit de la planification et le droit des sols. Et le maire maintient son droit des sols. Donc moi, je suis l'avis de la Commission. Je pense qu'il est urgent de ne pas trop se presser sur ce type de préoccupation. Merci. Monsieur Lenoir, je fais une entorse au règlement. Je vous redonne la parole. Oui, je vois qu'il y a des divergences entre des personnes qui soutiennent par ailleurs des positions communes sur la question des PLU intercommunaux. Mais entre nous, alors moi, je suis favorable au développement des PLU intercommunaux et j'ai pris des positions singulières par rapport à celle de mon groupe. Mais soyons logiques, vous voulez développer, même systématiser, même rendre obligatoire les PLU intercommunaux, mais vous prêtez le président de l'EPCI des pouvoirs qui sont attachés à un PLU pour ce qui concerne l'occupation des sols. Il y a vraiment une vraie incohérence. Je ne vais pas dire que j'envisage de remettre en cause la position que j'ai affichée de façon, encore une fois, très singulière en première lecture, mais quand même, je m'interroge sur la cohérence entre les positions qui ont été affichées ici. Merci. Madame Cherche. Le président Sueur, il veut la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement dans une constance de positionnement, puisque nous sommes évidemment
vraiment pour conforter les communes dans leurs compétences et laisser les EPCI simplement en termes de regroupement communal. Donc nous sommes contre que ce droit de préemption puisse être attribué, puisse être permis, autorisé pour les EPCI. En plus, comme l'a très bien dit Monsieur le ministre, il y aurait une double procédure extrêmement hasardeuse et je crois qu'on s'aventure. Peut-être faudra-t-il effectivement préciser, mais pour l'instant, c'est un amendement très imprécis qui risque d'avoir des effets extrêmement dangereux. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements, en commençant par le 245 rectifié qui a reçu l'avis défavorable du gouvernement et de la commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Le 173 rectifié bis, qui lui a reçu l'avis favorable de la commission, elle demande de retrait du gouvernement puisqu'il est satisfait. Mais aux voix, quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement 174 rectifié bis, qui le défend? C'est Monsieur Van Dierendonck qui le défend. Le 174 rectifié bis. Je suis prêt à le retirer si le ministre me dit que c'est dans la voiture balai. Hein. Sinon, si ce n'est pas dans la voiture balai, je plaide de la même coordination entre la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, et les autres EPCI, quoi. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. C'est un avis favorable. Merci. Avis Dans du la mesure gouvernement. où c'est cohérent avec les amendements précédents par rapport à la métropole de Lyon. Monsieur le Président, le gouvernement est favorable également à cette mesure, mais vous propose le retrait en attente de l'amendement 310 du gouvernement qui répondra à vos attentes. Merci. Il est retiré, monsieur Van Dierendonck? Il est retiré. Le 38, madame Schurch. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à rétablir le texte issu du Sénat en première lecture. En effet, nous avions fait adopter cet amendement toujours dans le même objectif. Nous avions, et cela a été partagé par la majorité du Sénat, la volonté que les ZAD intercommunales fassent l'objet d'une délibération conforme de la part des communes incluses dans le périmètre de la zone. Et cela nous paraît bien la moindre des choses en termes de respect des communes. Nous avions considéré qu'à partir du moment où une collectivité a donné un avis défavorable à cette création, il ne doit pas être donné au préfet le rôle d'arbitrer entre la commune et l'intercommunalité. Une telle disposition s'oppose clairement à la construction d'intercommunalités de projets. Monsieur le ministre, nous prenons votre projet de loi politique de la ville en exemple en termes de co-construction. Eh bien là, je vous demande, mes chers collègues, de rétablir cette co-construction en termes sur la question de ces ZAD et j'espère que nous pourrons revenir à notre vote de la première lecture. Et quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? C'est un avis défavorable. Je ne pense pas qu'en première lecture, la Commission avait donné un avis favorable, Madame Mireille Schurch. C'était un avis défavorable. Et cela tout simplement parce qu'effectivement, dès lors que la compétence urbanisme est transférée à l'intercommunalité, on se retrouve dans cette hypothèse-là, pourquoi on laisserait à la commune le soin de continuer en matière de ZAD, par exemple, alors que la compétence est transférée à l'intercommunalité, sauf si je perds la mémoire, la Commission avait donné un avis défavorable, et c'est pour cela qu'elle redonne un avis défavorable à votre proposition. Merci. Avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir fait référence à cet excellent projet de loi sur la ville, mais on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Et par ailleurs, on avait eu ce débat sur le rôle complémentaire des intercommunalités et des communes. Voilà, et votre amendement va à l'encontre de ce que propose le gouvernement, puisque vous savez que le projet de loi actuel ouvre la possibilité de créer une zone d'aménagement différé d'initiative intercommunale par arrêté du préfet en cas d'avis défavorable d'une collectivité, mais c'est bien parce qu'elle en aurait eu la compétence. Donc l'intercommunalité de projet que vous appelez de vos voeux aurait déjà été définie, quoi. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Je vais donc, Madame Schurch.
Monsieur le Président, j'espère convaincre une fois de plus mes collègues du Sénat parce qu'il s'agit ici encore une fois de respecter quand même les communes sur le terrain de laquelle aurait lieu une ZAD. Et nous trouvons complètement normal et respectueux qu'elle puisse donner son avis conforme. Donc j'espère que le Sénat rétablira ce qu'il avait voté en première lecture, même si l'avis défavorable de la Commission était déjà porté. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Deux amendements de discussion commune. Monsieur Tandonnet, vous nous les présentez successivement? Oui, Monsieur le Président. Donc, il concerne le domaine des HLM. L'amendement 192 supprime les dispositions visant à soumettre les immeubles vendus en vente HLM au droit de préemption. Aujourd'hui, le régime de la vente HLM est extrêmement encadré puisque, d'une part, les logements occupés ne peuvent être vendus qu'à leurs locataires ou en cas de vente en bloc à un organisme HLM. Et d'autre part, les logements vacants doivent être offerts à la vente en priorité à tous les locataires de l'organisme vendeur dans le département. Dans tous les cas de figure, la vente HLM ne peut se faire qu'après avis de la commune et en cas de désaccord entre la commune et le préfet, avec l'accord du ministre du Logement. Soumettre au droit de préemption ces ventes revient à alourdir encore un régime extrêmement contraint qui donne aux communes comme aux locataires toutes les garanties et risque de gêner la fluidité nécessaire à l'évolution du parc HLM. Il est proposé de les exonérer de cela. L'amendement 57, quant à lui, il a déjà été présenté en première lecture. Il avait été adopté par notre Assemblée avec le soutien du gouvernement et de la Commission. J'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. Le schéma d'usufruit locatif social, dit ULS, permet aux bailleurs sociaux d'étendre leur parc de logements sans recourir à leurs fonds propres. Afin de développer l'offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants, mis en œuvre par les bailleurs et à l'initiative des collectivités locales. Il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe. Cet amendement place hors du champ de ce droit les mutations de nue propriété, dès lors qu'elles interviennent à l'occasion de la mise en œuvre du schéma d'usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Alors, sur le premier amendement, la Commission émet un avis défavorable. Bon, on ne voit pas très bien pourquoi on reviendrait sur une possibilité qui est donnée de faire jouer son droit de préemption, compte tenu, je dirais, de l'importance que aujourd'hui le logement social et d'inclure dans les droits de préemption les biens de biens, donc avis défavorable. Sur le deuxième amendement, l'amendement numéro 57, effectivement, nous avions demandé un éclairage du gouvernement lors du vote en première lecture, et c'est à l'issue de l'intervention de Madame la ministre qui avait donné un avis favorable que la Haute Assemblée avait voté. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi, effectivement, on est revenu en arrière, mais enfin, ou peut-être c'est les aléas je dirais, de chaque Assemblée. On ne va pas mettre en cause cela. Donc, je souhaiterais que Monsieur le ministre nous rappelle, je dirais, un peu mieux la problématique, les enjeux, et qui nous donne l'avis du gouvernement, en espérant qu'il soit positif, pour qu'on puisse le rétablir comme nous l'avions fait la première fois. Voilà. Quel est donc l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Monsieur le Président, sur le premier amendement, sur le 192 rectifié, le gouvernement est défavorable, puisque le souhait du gouvernement, c'est bien d'élargir le droit de préemption à des biens qui n'y sont pas soumis aujourd'hui. En ce qui concerne le 57, donc c'est un avis aussi également défavorable. Voilà, puisque l'Assemblée et le gouvernement ont fait le choix d'étendre les possibilités offertes par le droit de préemption aux immeubles HLM. Dès lors que le droit des locataires est préservé, il n'y a pas d'argument de droit pour inclure les schémas d'usufruit locatif dans un dispositif dérogatoire. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements, commençant par le 192 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Sur le 57, quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 57? Avis contraire? Alors, on va le faire par assis debout. Je vais faire un petit peu de gymnastique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption?
Avis contraire? Il n'est pas adopté. Deux amendements de discussion commune. Le 227 rectifié bis qui tombe et le 248 rectifié, Monsieur Colomba. Si j'ai bien compris, la conséquence d'une proposition fausse est forcément fausse. Faux n'implique pas vrai, en logique. Donc, la mort dans l'âme, je pense que je devrais avoir des avis négatifs sur ces amendements. Quel est donc l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Mais notre collègue l'a bien compris, c'est par cohérence avec l'avis de l'amendement 245, c'est également un avis défavorable. Merci. Même avis du gouvernement? Je regrette de confirmer ce que vient de dire le rapporteur. Je ne mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. 246 rectifié, toujours M. Colomba. Ah, c'est le même sort. Même sort, il n'est pas adopté. Le 247 rectifié, idem, idem. Le 228 tombe. Et je mets aux voix l'article 70. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 70? Avis contraire? Il est adopté. Même vote sur le 70 quater. Même vote. Article 71, avec l'amendement 362 du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement a la volonté de mettre à disposition le plus rapidement possible le foncier de l'État et de ses établissements publics pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs projets urbains. Il est apparu dans certains cas que l'opérateur susceptible de valoriser l'emprise foncière pour le compte de la collectivité ne pouvait pas bénéficier de la délégation du droit de priorité en l'état actuel des textes. Il s'agit notamment des organismes de logements sociaux autres que les offices publics. Donc la première partie de l'amendement a pour objectif, dans le cadre des terrains vendus avec des cotes, de permettre à la collectivité de déléguer son droit de priorité à un organisme de logement social, qu'il soit un office public ou non. L'objectif est bien ici de simplifier les procédures administratives en amont du démarrage des opérations de construction de logements. Voilà. Et il va dans le sens, comme je le disais tout de suite, de la simplification souhaitée par le gouvernement. L'amendement prévoit également d'offrir la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas titulaires du droit de préemption urbaine d'exercer le droit de priorité lorsque les titulaires ou les délégataires de ce droit ont renoncé à l'exercer. Cet amendement vient préciser la temporalité de l'exercice du droit de priorité par rapport au texte voté en seconde lecture par l'Assemblée nationale. Enfin, cet amendement a pour objectif d'instaurer dans le périmètre des opérations d'intérêt national un droit de priorité au profit des établissements publics d'aménagement en charge de leur aménagement. En effet, à l'heure actuelle, le droit de priorité ne s'applique pas dans le périmètre des opérations d'intérêt national. Là aussi, l'objectif est une simplification des procédures permettant la mise en œuvre la plus rapide possible des opérations de construction de logements. Merci. Quel est l'avis de la commission, M. Berry-Debat? C'est un avis favorable puisque ça va dans le bon sens et puis on va accélérer la construction des logements. Merci. Alors, Monsieur Colomba, Madame Church, Monsieur Mirassou, c'est ça? Oui. Moi, je voterai cet amendement, mais je ne peux pas ne pas remarquer que c'est pour le gouvernement à peu près l'équivalent des amendements que j'ai déposés tout à l'heure, disant que permettant à une collectivité de se substituer à une autre, enfin une entité de se substituer à une autre, si elle n'exerce pas son droit de substitution, son droit de préemption. C'est exactement la même problématique. Alors, voilà, c'est quand même un petit peu curieux. Mais enfin, je voterai. Merci. Madame Church. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement du gouvernement a été déposé mercredi soir. La Commission n'a pas eu le temps de l'examiner, ce qui est en soi contestable. Il intervient le jour de l'annonce de la présentation de la feuille de route sur le Grand Paris du logement et de l'aménagement de Madame la Ministre en Conseil des ministres. Il prévoit ainsi que le périmètre d'une opération d'intérêt national, le droit de priorité peut être exercé par l'établissement
publics d'aménagement concernés et à titre subsidiaire par l'Agence foncière et technique de la région parisienne, transformée en Grand Paris Aménagement. Les élus sont particulièrement inquiets de l'absence de consultation autour de ces questions majeures, comme en a témoigné le dernier bureau de Paris Métropole le 28 janvier dernier. Ni l'AMIF ni les conseils d'administration des établissements publics d'aménagement ont été consultés. Vous prenez le risque par cet amendement de renforcer la défiance des élus, alors même que le Grand Paris du logement et de l'aménagement ne pourra se construire qu'avec le soutien des élus locaux et de la population de ces territoires. 180 élus sont associés à la préfiguration de la métropole du Grand Paris. Comment réagiront-ils à ces annonces? L'accès au logement est l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. L'État doit prendre toute sa part dans cet effort, alors même que les objectifs sont ambitieux, 70 000 logements construits chaque année. Nous partageons votre ambition pour dynamiser la construction, l'action sur le foncier et le soutien aux maires bâtisseurs. Le SDRIF a adopté fin 2013 a identifié 3 grands enjeux: les transports publics, la relance de la construction de logements et un aménagement qui permette ainsi, enfin le rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de la région Île-de-France. Des progrès très importants ont pu être enregistrés sur la question des transports publics avec le lancement du Grand Paris Express et du plan de mobilisation pour les transports. Cela est le résultat d'un travail approfondi de très nombreux échanges au cours des débats publics qui ont associé des dizaines de milliers de citoyens, l'État, la région, de très nombreuses collectivités d'Île-de-France. Ce travail démocratique a été essentiel. Il faut prendre des décisions de même ampleur pour résoudre la pénurie de logements en Île-de-France, faire baisser les prix et enfin rééquilibrer l'aménagement de la région. Mais cela ne pourra se faire sans moyens et sans un débat démocratique approfondi, ce que ne permet pas cet amendement. Cette méthode nous paraît contre-productive. Nous avons dénoncé ensemble les pratiques autoritaires d'un secrétaire d'État d'un précédent gouvernement sur le réseau de transport du Grand Paris. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Rien ne se fera sans l'accord des élus, nous dit-on dans l'entourage du Premier ministre. Au lieu de cela, le lancement au pas de charge d'un organisme étatique pour l'aménagement du Grand Paris laisse craindre l'instauration de relations pour l'instant tendues entre l'État et les collectivités. Il faut que l'État travaille avec les collectivités et tous les acteurs de la société civile pour dégager les moyens, y compris bien sûr les moyens financiers. Il y a beaucoup à faire pour la mobilisation du foncier, y compris du foncier public pour lequel les mécanismes de décote sont aujourd'hui beaucoup trop restrictifs et de fait pas opérants, car ils ne s'appliquent pas aux terrains destinés au développement d'emplois. Comment imaginer construire massivement des logements si les terrains publics destinés aux nécessaires équipements publics et activités économiques sont cédés au prix fort? Tout cela ne marche pas. Comme pour le logement, tout reste à faire en matière de développement économique pour rééquilibrer l'Est et l'Ouest parisiens. Nous ne relancerons pas la construction de logements en Île-de-France si nous n'inversons pas la logique actuelle de concentration des emplois à l'ouest de la région capitale, car les citoyens et les élus du Sud, du Nord et de l'Est de la région n'acceptent pas et n'accepteront pas un aménagement déséquilibré et la création de cités dortoirs. L'État a les moyens d'agir en utilisant de façon volontariste la politique de l'agrément pour la construction de bureaux, ce qu'il ne fait pas, en réformant son outil fiscal sur la création de locaux tertiaires, la redevance pour la création de bureaux, pour arrêter cette logique du toujours plus d'emplois à l'ouest. Il faut enfin inverser cette tendance qui augmente les temps de transport, dégrade la qualité de vie et n'est évidemment plus supportable du point de vue environnemental. Nous sommes, avec l'ensemble des élus communistes et républicains, disponibles pour formuler des propositions en ces domaines et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais nous avons une certitude, seule l'irruption des citoyens dans le débat public, seul le respect des élus locaux permettra de réellement faire avancer les choses. Cela a été le cas pour les transports publics en Île-de-France. Cela doit aussi être la règle pour le logement et l'aménagement. Merci. Monsieur Mirassou. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais, en ce qui me concerne, par rapport à cet amendement, resserrer en quelque sorte mon argumentation pour venir véritablement sur ce sujet. Et c'est l'opportunité, du reste, pour l'élu haut-garonnais que je suis,
de me féliciter, comme je l'ai fait l'autre jour à l'occasion de la discussion générale, du cas spécifique de Toulouse par rapport au CEAT, où grâce à la loi qui a été votée il y a à peine quelques mois, le gouvernement a cédé un foncier très conséquent au bénéfice du Grand Toulouse et qui va permettre d'engager quelque chose qui, sur le plan urbanistique, sera véritablement novateur. Et l'amendement qui est présenté par le gouvernement s'inscrit complètement dans la logique de cette loi, puisque après la finalisation de la cession, eh bien, ça va permettre, par le biais de l'injection des opérateurs, de fluidifier en quelque sorte la démarche, en tout cas de booster d'une manière considérable le procédé, de manière à ce qu'effectivement on puisse arriver à la construction, à la réalisation pratique d'un projet urbanistique ou de quartier. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais voter, moi et mes collègues, cet amendement, parce que véritablement, il amène en quelque sorte de la plus-value à la loi que nous avons votée, pas tous, et certains d'ailleurs à l'époque avaient affiché beaucoup de pessimisme par rapport à la validité de cette loi, qui trouve, il faut bien le reconnaître, ses limites aujourd'hui, qu'en ce qui concerne le cas précis qu'il vient d'évoquer, il s'agit d'un véritable succès. Merci. Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je suis très embêté parce que j'aurais souhaité deux amendements différents, l'un qui traite du Grand Paris et l'autre qui puisse traiter des autres cas de figure. Et pour ce qui est du Grand Paris, pour le coup, je suis quand même très embêté parce que même si je suis un ardent défenseur du Grand Paris et si je pense qu'il y a urgence à se réorganiser, à clarifier les responsabilités des uns et des autres, là, j'ai vraiment le sentiment qu'on va prendre des décisions alors que rien n'est encore en place. La mission de préfiguration n'est pas installée. Elle a, a priori, un peu moins de 2 ans maintenant pour travailler sur tous ces sujets. Et j'ai l'impression qu'on veut prendre des décisions avant même de savoir qui sera responsable de quoi. Le droit de préemption, tout le monde va pouvoir l'exercer dans tous les sens. Enfin, c'est un peu... moi, je trouve que c'est trop tôt. Du coup, je ne voterai pas cet amendement et je pense même que je vais voter contre parce que, voilà, c'est effectivement une porte ouverte dans toutes les directions. Alors, je comprends l'urgence, je comprends qu'il faille essayer de trouver les procédures qui permettent d'accélérer les choses, mais encore faut-il qu'il y ait des règles du jeu qui soient clairement établies. Et là, franchement, pour le coup, Monsieur le Ministre, cet amendement permet effectivement tout. Je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais tout. Et donc, moi, je ne peux pas le voter en l'état. Si, effectivement, on sortait le Grand Paris de l'amendement, si vous le modifiez pour, effectivement, le reste du territoire, peut-être que les choses sont plus claires. Et pour l'espace de la région Île-de-France, à mon sens, c'est trop tôt encore. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, sur l'intervention de notre collègue Pierre-Yves Colomba, alors en dehors du périmètre du Grand Paris, bon, la première partie de l'amendement, il est bien quand même spécifié que c'est en cas de refus, il y a une délibération qui est prise, dont ce n'est pas automatique comme dans votre amendement. Avant, vous aviez proposé un amendement où automatiquement était transféré le droit de préemption de la commune à l'EPCI ou réciproquement. Alors que là, il y a quand même il y a quand même une décision qui est prise et la décision s'exerce. C'est pas tout à fait aussi automatique que ça. Après, pour le reste, moi je suis pas un spécialiste de la problématique du Grand Paris, mais nous avons devant nous, Monsieur le Ministre, qui va pouvoir nous en parler. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, je voudrais répondre à Monsieur Dallier, au sénateur Dallier. Vous connaissez bien le sujet de la région Île-de-France. Le discours du président Sarkozy sur le Grand Paris, c'est avril 2009. Voilà, nous sommes... Non. Non, il n'était pas président de la République, monsieur le sénateur, à cette époque-là. Non, le discours du président de la République, Nicolas Sarkozy. Je sais pas. Non, celui dont je parle, c'est celui qui était à la Cité de l'Architecture lorsqu'il était président de la République. Enfin, bref, la logique est la même, ça renforce même mon argument. Voilà, nous sommes en 2014. Bon, vous avez conscience quand même, et vous le savez bien, vous connaissez bien le sujet, de l'urgence. Bon, et en même temps, vous savez par expérience que, j'allais dire, sous ce gouvernement, mais je pourrais dire même que sous l'ancien, voilà, il n'y a pas eu en région Île-de-France d'action, de mesures prises sans l'avis des collectivités, voire même sans l'accord des collectivités. La question du peut-être dans un seul endroit finalement, quand j'ai réfléchi bien sur le plateau de Saclay,
C'est peut-être le seul endroit où finalement le gouvernement a passé outre l'accord des collectivités. Mais sur le restant, j'ai pas eu l'impression que pas eu des démarches effectivement visant à trouver des compromis. Là, l'amendement, il vise à ne pas attendre compte tenu de l'urgence, mais à faire qu'effectivement on se donne des outils. Et quand on pense à la transformation de la FTRP telle que ça a été proposé, là aussi vous partagerez mon sentiment. Ça fait longtemps que les uns et les autres, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, nous ne comprenons plus à quoi sert la FTRP. Bon. Donc le fait d'en faire un outil efficace, plus musclé, au service de l'aménagement du Grand Paris, vous ne pouvez qu'approuver cette décision. Donc je serais tenté de vous dire, monsieur le sénateur, à partir du moment où nous allons dans le bon sens, pour reprendre, puisque j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait que l'on fonctionne dans cette Assemblée, comme nous allons dans le bon sens, je pense que vous pourriez réviser votre position sur cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Sur la première partie de l'amendement, et pour revenir, donc, je laisse de côté la problématique du Grand Paris. Et je m'adresse à M. Colomba et à M. Jarlier. Si on prend l'amendement du gouvernement tel qu'il était proposé, je serais enclin à le sous-amender, avec la permission de M. le ministre, bon, ou c'est le rapporteur qui le propose. Donc, Pierre-Yves Colomba, si nous enlevions le deuxième chapitre de la première partie, c'est-à-dire lorsque le titulaire de droit de priorité ou ses délégataires renonce les établissements publics, c'est-à-dire cette partie qui fait débat, effectivement. Bon, on peut s'interroger sur le refus de l'amendement, même si moi je dis que ce n'est pas tout à fait pareil, si nous enlevions ce paragraphe-là. Voilà, donc on amenderait, on en resterait. L'article L241 est complété par un alinéa, il n'y en a plus deux, hein, ainsi rédigé, pour l'acquisition, voilà. Et le reste, lorsque le titulaire, ça disparaît. Est-ce qu'un sous-amendement dans ce sens pourrait satisfaire à la fois le RDSE et les centristes? Autrement, on en modifie près. J'essaie de faire un effort. Merci de cet effort, mais je dis qu'on votera cet amendement parce qu'il nous paraît être conforme à la logique de notre façon de voir. Donc, indépendamment donc, des modifications, on le votera. Merci, monsieur Jarlier. C'est un débat de commission, ça. Oui, moi, je n'étais pas exprimé sur le sujet. Mais en fait, je crois que globalement, quand même, on peut imaginer qu'on a besoin d'outils nouveaux pour libérer du foncier, surtout sur des opérations ou prioritaires ou d'importance, notamment dans les zones tendues. Donc cet amendement, il me semble, aller dans ce sens. Alors peut-être faut-il le sous-amender comme le suggérait le rapporteur, mais il me semble quand même que pour le coup, on n'est pas tout à fait dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait vraiment du principe de délégation de la compétence du droit de préemption, qui pose le problème de la maîtrise du droit des sols par les maires. Là, on est sur la possibilité, un outil nouveau qui permet de réaliser plus rapidement une opération, notamment d'intérêt national, puisqu'elles sont visées. Et je pense que dans les zones tendues, c'est de nature à accélérer les opérations. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, un des freins à la construction de logements, c'est le problème du foncier. Donc moi, j'ai tendance à faire confiance au gouvernement sur ce sujet. Merci. Monsieur le rapporteur. Bien, après ces explications, bon, il n'y a pas de sous-amendement, hein, on reste dans la logique qui était proposée par le gouvernement. Bon, on a fait un petit effort, mais on revient, hein, puisque ça vous êtes convaincus par les arguments qui ont été développés. Je vous remercie. Merci. Plus personne ne souhaite exprimer. Donc nous allons mettre aux voix l'amendement 362 et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC. Nous allons donc procéder à la mise en place du scrutin public. Et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à rejoindre la tribune.
Le scrutin est ouvert. Voter, le scrutin est clos et nous allons procéder au dépouillement du scrutin. Monsieur le ministre, mes chers collègues, compte tenu de l'incertitude du scrutin, nous allons donc pointer les votes et je vous propose donc de suspendre l'article 71 et passer à l'article 72 si vous en êtes d'accord et l'amendement 196 qui tombe. Je mets donc aux voix l'article 72. Quels sont ceux qui sont pour son adoption de l'article 72? Avis contraire? Il est adopté. L'article 73, oui, l'article 71 est réservé, on attend le résultat du scrutin. L'article 73 avec un amendement 175 rectifié. Ah, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons toute une série d'amendements sur cet article 73. Je voudrais vous rappeler que nous avions trouvé en commission, nous avions exprimé la volonté de trouver un amendement de consensus entre les groupes, tous les groupes représentant tous les groupes du Sénat. Nous avons trouvé une position d'équilibre en matière. Nous avions réintroduit les dérogations pour les communes dans lesquelles il n'y avait pas de PLUI ou de carte communale. Pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'urbanisation et l'agriculture, dont c'était le fruit d'un compromis. Je souhaiterais qu'on puisse maintenir ce compromis et tous les amendements, un certain nombre d'amendements reviennent sur ce compromis, donc si l'un des amendements était accepté, ça remettrait en cause l'équilibre que nous avions trouvé. Voilà. Donc, moi, je donnerai donc un avis défavorable à ces amendements, tout simplement pour respect de l'équilibre que nous avions obtenu. Alors, je vous rappelle que ça concernait les zones de montagne et, je dirais, les territoires ruraux, avec la possibilité d'aménager, de transformer des bâtiments à caractère
agricole dans certaines limites, avec l'avis de CDCEA, dont chaque fois, bon voilà, donc je resterai ferme sur la position qu'avait prise la commission économie et qui est le fruit d'un consensus, il faut bien le dire. Alors je voulais informer l'Assemblée de la nature, je dirais, des avis qui seront donnés par le rapporteur. Il ne fait que reprendre les avis de la commission. Voilà, je voulais le dire avant d'aborder la totalité des amendements de l'article 73. Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons donc au premier amendement, le 175 rectifié, qu'il présente le président Sueur. Oui, parce que lui. Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement donne la possibilité de définir une taille maximale de logement. L'objectif est de renforcer la création de logements sociaux, les PLU et PLAI, de petite taille dans certains secteurs uniquement, en particulier dans les centres et polarités urbaines, et dans des proportions qui resteront à définir pour le logement des jeunes isolés et des étudiants. Il permet une meilleure coordination entre les dispositions du Code de l'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation pour élaborer les PLUH. Avec la commission, monsieur le rapporteur. C'était un retrait ou un avis défavorable, monsieur le président. Merci. Avis du gouvernement. Oui, le gouvernement partage l'avis du rapporteur, monsieur le président, puisqu'effectivement la combinaison des dispositions des alinéas 6 et 7 du projet de loi permettent d'atteindre les objectifs. Donc c'est retrait ou défavorable. Merci, monsieur le président Sueur. Merci, monsieur le président. Au vu des explications de monsieur le ministre, qui nous expose que les alinéas qu'il a cités aboutissent finalement à l'effet recherché. Donc je considère que cet amendement est satisfait et par conséquent nous le retirons. Merci. Nous en arrivons à 4 amendements en discussion commune. Le premier, 214. Madame Lamure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne crois pas que cet amendement entre dans le compromis dont a parlé Monsieur le rapporteur. Je m'en explique, puisque le projet de loi autorise la délimitation de petits secteurs en zones non bâties des PLU pour admettre des constructions, des aires d'accueil, des terrains familiaux pour les gens du voyage, ainsi que des résidences démontables si elles constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Alors, s'agissant de l'habitat des gens du voyage, il y a déjà la loi de 2000 qui prévoit des obligations d'accueil pour les collectivités. Il ne nous semble donc pas nécessaire de prévoir une localisation prioritaire dans les zones agricoles. Et s'agissant des résidences démontables qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, elles nécessitent, à notre sens, un traitement identique à toute autre habitation, ne serait-ce d'ailleurs que pour des raisons sanitaires. Donc, nous ne souhaitons pas être trop permissifs, notamment pour éviter de compromettre par des constructions n'ayant aucun lien avec les activités agricoles, les exploitations agricoles existantes et leur transmission. Et il nous importe en conséquence de ne permettre dans ces secteurs que les constructions liées aux activités agricoles. Merci, madame. Le 176 rectifié, monsieur le président Sueur. Merci, monsieur le président. Alors, cet amendement qu'a présenté notre collègue Gérard Collomb vise à prendre en compte les situations d'urbanisation existantes comme les hameaux au sein de zones naturelles ou agricoles. Vous voyez que monsieur Collomb a des intérêts qui vont au-delà des secteurs densifiés et largement urbanisés, et de ne pas geler toute possibilité de changement d'usage et d'évolution de construction déjà présente. Le recours à l'institution de ces zones de taille et de capacité d'accueil limitée doit être circonstancié et motivé sous le contrôle du préfet, avec l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il propose donc de supprimer ce caractère exceptionnel en imposant clairement contrepartie que les constructions autorisées dans ces secteurs ne compromettent pas la destination générale de la zone. Merci. Amendement 81 rectifié, monsieur Jarlier. Monsieur Tandonnet.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai bien entendu la position du rapporteur tout à l'heure, mais bon, les équilibres sont appréciables. Et il faut savoir qu'il y a peut-être un équilibre ici, mais il y a aussi des discussions encore avec l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai bien noté que vous avez réintroduit une certaine souplesse dans certains secteurs qui n'étaient pas de fait à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle on peut aussi discuter encore d'un certain nombre de points. Donc, moi, mon amendement concerne effectivement la possibilité de l'urbanisation dans les zones naturelles, agricoles et forestières. Alors le texte indique maintenant, le grand changement, il indique qu'à titre exceptionnel, qu'il y aura des secteurs de taille limitée dans lesquels peuvent être autorisées les constructions. Voilà. Donc il est déjà très encadré, ce texte. Parce que, d'une part, il faudra l'avis du représentant de l'État, l'accord du représentant de l'État, et puis il faudra, d'autre part, l'avis de la commission départementale, la commission des espaces agricoles. Donc finalement, ça finit par faire beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que le terme d'exceptionnel pose un problème. Alors, il pose moins un problème dans les secteurs naturels et forestiers que dans les secteurs agricoles. Parce que les secteurs agricoles, c'est une grande partie de la ruralité dont l'urbanisation est faite de villages et relativement diffuse. Et si, évidemment, on maintient ce titre exceptionnel pour ces zones agricoles, ça pose un vrai problème. Alors cet amendement, il est directement lié à d'autres amendements que j'ai déposés par la suite, où ensuite on rajoute, alors non seulement on est en urbanisation exceptionnelle dans les zones agricoles, mais ensuite on va demander l'inventaire de tous les bâtiments qui pourront faire l'objet d'un changement de destination de locaux dans ces zones agricoles. Donc j'ai quand même tendance à penser que c'est un peu ceinture et bretelle, parce que finalement, ça va devenir très difficile. Donc moi, c'est pas tant pour les zones naturelles et forestières que je dis ça, c'est pour les zones agricoles. Alors évidemment, c'est un amendement qui est de principe, mais si toutefois nous pouvions regarder avec un œil attentif les amendements suivants, qui permettraient peut-être d'éviter l'inventaire dans les zones agricoles, à ce moment-là, moi je serais d'accord pour retirer cet amendement. Parce qu'effectivement, il y a aussi le problème des zones naturelles et forestières. Voilà, mais ça pose un vrai problème. Si on maintient le caractère exceptionnel pour les zones agricoles, et si en même temps on ajoute l'inventaire des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'une restructuration et de réhabilitation et de changement de destination ensuite, ça finit par faire beaucoup. Et là, c'est un signe très négatif qui est envoyé au rural. L'amendement 152 n'est pas défendu. Je vais donc demander au rapporteur l'avis de la commission sur les trois amendements. Alors, sur le premier amendement, il revient à vider la règle du pastillage de son contenu. Ça me semble clair, puisqu'on ne pourrait y accueillir que des constructions à caractère agricole. Ça veut dire que ce n'est pas du tout le sens du texte proposé, et c'est même en retrait par rapport au droit actuel. Donc, c'est un avis défavorable. Pour l'amendement 176, c'est un peu pareil, puisqu'on propose de supprimer le caractère exceptionnel du pastillage. C'est contraire à l'une des orientations de ce texte. Donc, même cause, mêmes effets, mon cher collègue, donc avis défavorable. Et c'est la même chose pour l'amendement 81 rectifié de M. Jarlier. Alors, j'entends bien, vous me proposez de voir si on dessert les taux je dirais, voir la totalité, une cartographie. Mais bon, à partir du moment où on fait une exception, on va rentrer dans l'exception et je ne sais pas comment on va pouvoir le contrôler. Donc, je le regrette, mais c'est un avis défavorable aussi. Donc, avis défavorable sur ces trois points, en sachant, je reviendrai dessus, je vous rappelle quand même que nous avons essayé, au niveau de la commission, bien entendu, vous ne faites pas partie de la commission, mon cher collègue, mais de trouver une position d'équilibre parce que il y avait des demandes très très fortes. Et je vous rappelle que le texte venant de l'Assemblée nationale avait supprimé la dérogation. Donc nous avons réintroduit la dérogation avec certaines conditions pour un problème d'équilibre. Bon, vous qui êtes centriste, vous avez le sens de l'équilibre, donc essayez de faire en sorte que je ne perde pas pied, que je ne tombe pas d'un côté ou de l'autre, donc je sois équilibré. Merci. Merci. Quel est l'avis du gouvernement sur... L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le président, j'étais subjugué. Je
simplement sur la série d'amendements, même si je n'ai pas participé à l'exercice de compromis difficile pratiqué par la Commission. Vous avez bien compris que sur cette série d'amendements, sous réserve peut-être qu'on regarde si on peut affiner, qu'en général, le gouvernement n'est pas favorable, puisque le texte précise qu'il s'agit de délimiter à titre exceptionnel, après avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, des secteurs qui seront bien entendu contrôlés en taille et en capacité. Voilà. Et par ailleurs, s'agissant des résidences démontables, le règlement du PLU précisera bien leur densité, les règles d'urbanisme concourant à leur insertion dans l'environnement et les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles elles doivent satisfaire pour bénéficier de l'autorisation. Voilà. Bon. Mais peut-être que dans la poursuite de la discussion, on peut arriver à préciser les choses. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Tandonnet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je pense que l'amendement 81, qui est le plus court et qui veut supprimer l'expression exceptionnelle, vous nous dites qu'on est des centristes, mais le terme exceptionnel, vraiment, il est catégorique. Si vous voulez. Alors que, qu'est-ce qu'on souhaite? Essayer de faire un peu de pastillage sur des territoires ruraux qui le nécessitent. Bon, moi, je suis responsable dans ma communauté d'agglo de l'aménagement du territoire. On vient de faire un PLU intercommunal. On a 29 communes. On n'a pas attendu la loi de Madame Duflot pour faire un PLU intercommunal. Sur 12 communes, on vient d'approuver ce PLU intercommunal. On a supprimé 800 hectares de zones constructibles qui avaient été inscrits dans les PLU précédents quand ça avait été fait individuellement. Mais on ne peut le faire que si on laisse une certaine souplesse. Et quand je vois comment les services de l'État font leur contrôle, ils vont se cramponner à ce terme exceptionnel pour tout arrêter sur nos territoires. Or, si on a obtenu ces résultats très intéressants dans le cadre d'un PLU intercommunal, c'est parce qu'il y avait une certaine souplesse. Alors, je veux bien qu'on accueille les Parisiens dans des yourtes sur nos terrains ruraux, mais je veux aussi qu'on puisse faire vivre les familles qui existent. Et souvent, ces petits pastillages, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'installer les beaux-parents, ça permet d'installer les enfants ou les petits-enfants sur des petits secteurs qui sont déjà équipés, qui sont déjà desservis. Et donc, si vous n'autorisez pas ça de façon, je dirais, normale, en mettant ce terme exceptionnel, vous allez entrer dans des conflits entre l'administration qui l'interprétera très restrictivement et les élus qui voudront faire avancer les choses. Donc je crois qu'un bon équilibre serait d'écarter ce terme exceptionnel pour qu'on puisse continuer à faire des choses sur nos terrains ruraux. Il faut savoir que des communes comme chez nous, il y a des communes où il n'y a pas de bourg. Ce sont simplement des petits hameaux, il n'y a pas de bourg. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Quand on fera un PLU à 29 communes, comme on a lancé la révision de notre PLU à 29 communes, quand on aura fait 15 ou 16 zones de pastillage, on nous dira que c'est plus exceptionnel. Il en faudra faire 2 ou 3 sur 29 communes, sur un territoire de milliers d'hectares. Donc, je crois qu'il faut enlever cette expression exceptionnelle. Les autres contraintes sont suffisamment importantes. Et Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. D'abord, ma position est la position de Joël Labbé. Je ne parle surtout pas au nom du groupe écologiste parce qu'on ne l'a pas évoqué. Je ne l'ai pas évoqué non plus avec le ministère. Sur les arguments que donne Henri Tandonnet. Moi, le pastillage, effectivement, je suis complètement contre. Le resserrement pour préserver les terres agricoles, vous l'aurez compris, je suis très, très favorable. Maintenant, il y a des situations où on ne peut pas parler de pastillage ou de pastillage nouveau parce qu'il y a des situations existantes. Là encore, pour le vivre, il y a des secteurs en secteur agricole, donc l'agriculture est toujours présente. Il y a eu dans l'histoire des hameaux qui s'y sont construits. Alors il y a tous les réseaux, tous les services, avec à un moment, chez nous dans les années 75, il fait dans certains secteurs 1 hectare pour construire. Après, c'est tombé à 5000 mètres carrés. Alors, on a des secteurs urbanisés qui sont déjà urbanisés. On a serré les bords de propriété pour que les terres agricoles ne soient pas impactées. Mais à l'intérieur, ce sont des terres qui ne reviendront jamais à l'agriculture. Elles ne le pourront pas physiquement. Alors, la
nomenclature que l'on a trouvée, c'est AH, habitat en zone agricole, mais par contre, elles sont gelées, on ne peut pas apporter une réponse modérée, on va dire, au fait de conforter ces hameaux. Si c'est la règle générale qui pose, on ne peut faire que de l'hyperdense et ne pas maîtriser du tout la structuration de ces hameaux. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, le côté à titre exceptionnel, on sait que ça va coincer. Et je suis bien placé pour savoir que tout en voulant absolument préserver les terres agricoles, ça donnerait une grande facilitation aux élus locaux, et non pas pour du saupoudrage et du pastillage, mais véritablement construire un urbanisme divers et varié sans toucher aux zones agricoles. Et je tiens à rappeler que c'est ma propre position, ce n'est pas celle du groupe écologiste, parce qu'on n'en a pas parlé. Merci, Monsieur Labbé. Monsieur Jarlier. Oui, moi j'ai bien entendu les arguments de chacun. Simplement, moi, je vais appeler l'attention de notre Assemblée sur un risque. Si on maintient le caractère vraiment exceptionnel de ces zones, évidemment, il y aura des gens qui essaieront de regarder comment on peut interpréter les règlements différemment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir des zones A, eh bien, vous aurez une multitude de zones U. Et là, pour le coup, personne ne peut s'y opposer. Donc, lorsque le document d'urbanisme va se faire, eh bien, au lieu d'avoir des zones A, puisqu'on aura du mal à faire de l'urbanisation limitée, bien sûr, dans ces secteurs, vous aurez un nombre de maires important qui souhaiteront se mettre en place des zones U. Et quand on connaît la différence entre la zone A et la zone U, je pense que le remède est pire que le mal. Voilà, ça c'est pour moi quand même un point important. Deuxième point, j'appelle l'attention aussi de notre Assemblée sur la difficulté qu'il y a à mener toutes ces nouvelles approches de l'urbanisme intercommunal. Et lorsqu'on va passer en PLUI, on va s'adresser à des communes qui n'ont pas de document d'urbanisme et qui, pour l'instant, sont liées à une urbanisation du RNU, liée au RNU. Et pour qu'elles acceptent de rentrer dans ce jeu, parce que je vous rappelle que, enfin, on en parlera tout à l'heure avec l'article 63, on est loin maintenant d'un transfert automatique. Il va falloir qu'il y ait un consensus pour le faire. Pour qu'on accepte ce consensus, il faudra évidemment que ces communes rurales, dans lesquelles il n'y avait pas de document d'urbanisme, s'y retrouvent. Et donc, on puisse maintenir une certaine urbanisation quand même dans ces communes rurales qui vont être couvertes par des zones A. Donc voilà, j'appelle bien l'attention de l'Assemblée sur ce sujet, parce qu'il faut aussi qu'on donne les moyens de la planification intercommunale en secteur rural. Et ce sujet, ce sera un sujet majeur. Voilà. Et Monsieur Van der Rijn, donc. Comparaison n'est pas raison, mais il y a des métropoles qui sont agricoles. La métropole de Lille, c'est 50% en surface agricole et c'est 85 communes. Donc, la négociation se fait sur la base du projet urbain légitimement porté par celui qui est élu, c'est-à-dire par le maire. Elle se fait au début de mandat de l'EPCI et elle se fait sur la base d'une coproduction où les intérêts de l'intercommunalité doivent se concilier bien sûr avec le projet urbain du maire. Et si ça vous intéresse, on cherche les centres, on cherche un juste milieu. Et le juste milieu, on le trouve à partir du moment où le maire en question est capable de nous dire, ben voilà, mon projet urbain c'est ça, j'ai besoin de densifier tel secteur, j'ai besoin de construire sur telle bande, mais en contrepartie, je comprends bien que vous perviez la surface agricole et je vous rends des terrains qui sont en urbanisation différée, je vous les fais repasser en zone A. Et à partir de là, avec le travail, éventuellement appuyer, s'affaire et tout ce que tu veux, on arrive à non seulement respecter le projet du maire et en même temps maintenir, voire développer la surface agricole. C'est ça la coproduction. Le pouvoir arrête le pouvoir et pourtant il n'y a pas d'immobilisme, les deux sont contraints d'aller de concert. Et monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais revenir sur la notion d'équilibre pour répondre à l'interpellation. On est, à titre d'exception,
dont on a permis quand même un certain nombre d'avancées. Et je voudrais quand même le rappeler à nos collègues, quand vous prenez l'article, qu'est-ce qu'on dit à notre initiative, à l'initiative de la Commission. Dans les zones agricoles, on parle des zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. On a quand même desserré de façon très forte, je dirais, la règle qui existait aujourd'hui. Par ailleurs, ça c'est assujetti à l'autorisation, bien entendu, l'avis conforme de la commission départementale de consommation des espaces agricoles. Bon, ça c'est quand même, on va plus loin par rapport à... Et nous avons réintroduit, ce qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale, quand même la règle de l'exception. La règle de l'exception, c'est quelque chose d'important. Puisque aujourd'hui, le droit actuel, je vous le rappelle, on a un exemple qui est quand même assez significatif. Il faut revenir. Alors j'entends bien, M. Tandonnet, quand vous dites, voilà. Mais moi j'ai un exemple qui n'a pas permis, aujourd'hui le droit actuel n'a pas permis d'éviter que sur un PLU, on arrive à faire 1700 pastilles. Un PLU, 1700 pastilles. Bon, donc voilà, il faut voir que ce que ça représente. Il y a une carte avec des pastilles, point, dont les exceptions là-dessus. Voilà, donc on essaie de trouver... Non mais... Vous voulez me dire l'exemple, on peut en trouver des contre-exemples un peu partout. Mais, donc, en ce sens, il y a une notion d'équilibre. Alors, bon, on reviendra. À la limite, bon, moi, je suis prêt à réexaminer. Je veux voir, hein, est-ce que le ministre veut faire un effort? J'ai bien compris que quand on fait une carte avec la totalité, qu'il faut recenser la totalité des bâtiments, si on pouvait faire quelque chose qui soit peut-être un peu plus souple, à condition de trouver, je dirais, une rédaction qui donne satisfaction sans ouvrir toutes les vannes, bon, pourquoi pas. Mais sur ces amendements-là, sur cet amendement, c'est un avis défavorable du rapporteur de la Commission, parce qu'autrement, il se déjugerait, et il déjugerait la Commission. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc mettre... Monsieur Colomba, rapidement. Faire perdre notre temps, mais c'est quand même un des points délicats du texte. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un texte qui autorise des dérogations. Un texte général qui autorise des dérogations. Donc déjà, c'est la contradiction. Mais la vue, c'est la contradiction. Bon. Le problème qu'il y a, c'est que dans la pratique, les demandes exceptionnelles sont interprétées de façon très diverse sur l'ensemble du territoire et très souvent de façon extrêmement tatillonne. Donc, je n'insisterai pas longtemps parce que j'aurais moi aussi à intervenir sur des amendements. Bon. Mais le problème, il me semble que la difficulté, si on met effectivement exceptionnel, et c'est effectivement exceptionnel, on risque de se retrouver, de se heurter à des oppositions qui fait qu'on ne pourra pas réaliser ce qui est de bon sens. Mon idée, moi, ça serait plutôt d'essayer d'autoriser ces exceptions que dans la mesure où il y a un minimum d'équipement, etc., qui est réalisé. Alors, exceptionnel, encore une fois, ça ouvre à toutes les interprétations. Peut-être que le terme plus précis, le terme de dérogatoire, ou si nécessaire ou pas, serait peut-être un peu plus, permettrait un peu mieux de cerner le problème. Peut-être aussi qu'il soit clair dans notre discussion que par exceptionnel, on entend des situations qui justifieraient cette interprétation du code de l'urbanisme. Parce qu'encore une fois, ce que fait ce texte dans l'article 59 et dans l'article 73, c'est bien autoriser ce qui jusqu'à présent ne l'était pas. Monsieur le rapporteur. Bon, pour être très clair, on a une série d'amendements qui demandent tous qu'on revienne un peu sur l'équilibre que nous avions trouvé. Pour être très concret, nous avons un amendement de M. Jarlier
qui est l'amendement 82 rectifié. Cet amendement, il a presque défendu M. Jarlier, puisqu'il a parlé, il souhaiterait qu'on change la méthode d'identification des bâtiments disposant d'une capacité d'extension limitée en zone agricole. Bon, aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est que le PLU identifie chaque bâtiment. Vous souhaiteriez qu'on en arrive à une méthode d'identification de ces bâtiments plutôt qu'une contrainte où vous aviez développé cet argument lors de l'examen de la loi en première lecture en disant, notamment dans votre cas, vous êtes en zone rurale où il y a des petits hameaux, dont il y a une densification très faible, dont il fallait... Donc, écoutez, moi je suis d'accord pour que par rapport à cet amendement, la commission avait donné un avis défavorable. Bon, moi je suis prêt à donner un avis de sagesse ou favorable à caractère personnel, même si mes collègues peut-être seront enclins à suivre l'avis personnel du rapporteur, et puis qu'on ne revienne pas sur tous les autres amendements, parce qu'autrement, il a raison, Pierre-Yves Collombat, on essaie de voir l'exception, mais l'exception, où elle s'arrête. Donc il faut quand même qu'on reste sur, encore une fois, je tiens au mot équilibre, un équilibre global. Donc je serai prêt, si le gouvernement, bien entendu, est d'accord, à revoir la position de la Commission, et à titre personnel, je donnerai un avis favorable, mais peut-être que Monsieur le ministre, par anticipation à cet article 42, et ça permettrait d'examiner les autres amendements avec un avis défavorable, comme l'a donné la Commission, si vous en êtes d'accord. Merci. Monsieur Dillin. Oui, puisque le rapporteur a interpellé les membres de la commission, je vais réagir en disant que j'approuve tout à fait la proposition de monsieur le rapporteur Claude Berry-Debat, qui me paraît une solution de compromis et sur le fond me paraît en plus aller dans le bon sens. Donc en ce qui me concerne, je pense qu'il faut mieux donner un avis favorable à l'amendement 82. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, si c'est le compromis continue à se dessiner, moi je suis un homme de compromis comme l'ensemble du gouvernement, donc s'il y a l'accord de M. Jarlier, si on peut avancer dans le bon sens, parce que je pense que par ailleurs, il n'y a pas de franc désaccord sur le fond. Sur cette question, le gouvernement, bien entendu, sera favorable à la fois à l'adoption du 82, mais donc un avis ou un retrait des autres amendements, quoi. Merci. Monsieur Jarlier, est-ce que vous retirez votre amendement? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans ma position, il n'est pas question de remettre en question la position de la Commission, qui a fait par ailleurs un excellent travail sur beaucoup de sujets. Mais c'est quand même un sujet qui est très très sensible, parce qu'il y va évidemment de la possibilité demain aussi de faire du développement rural en ayant un juste équilibre entre la protection et évidemment le développement nécessaire de ces zones rurales. Alors, il y a deux sujets. Moi, c'est un amendement un peu de principe que j'ai déposé là, parce qu'il concerne effectivement les zones agricoles, les zones naturelles et les zones forestières. C'est surtout la zone agricole. Sur les zones naturelles, c'est l'amendement 85. Par contre, on peut imaginer d'avoir un inventaire, là pour le coup, des bâtiments qui méritent d'être restaurés. Donc il y a bien ces deux sujets. Il y a le sujet en zone agricole où il faut pouvoir laisser un peu de souplesse. Et le règlement peut tout à fait définir les conditions dans lesquelles on peut restaurer ces bâtiments. On ira tout à l'heure, je parle maintenant. Et puis en zone naturelle, il ne faut pas tout figer. Il faut laisser la possibilité aussi sur des bâtiments qui sont identifiés comme étant intéressants, par contre, pour le coup, la possibilité de les restaurer. Donc il y a bien deux sujets, hein. C'est l'amendement 82 et l'amendement 85. Moi, je veux bien retirer l'amendement numéro 81, mais je demande à la Commission d'être attentive à ces deux sujets. Nous avons besoin d'éléments aussi de discussion en CMP. Parce que je veux rappeler une chose, c'est que là on parle évidemment lorsque nous avons des documents d'urbanisme. Je veux rappeler que lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, la Commission a fait un bon travail en remettant en place la possibilité de dérogation à la règle de constructibilité limitée. Mais je veux rappeler qu'à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale avait mis un tel filtre que ce n'était valable que sur les terrains en friche depuis plus de 10 ans. Je sais, non, mais parce que ce débat va revenir en CMP, parce qu'on connaît quand même un peu la musique. Donc oui, donc ça veut dire que si on maintient cette disposition des terrains en friche depuis 10 ans, il ne se passera rien. Parce que dans le grand massif central notamment, montrez-moi des terrains en friche, il n'y en a pas beaucoup.
Donc on voit bien qu'on est là sur des équilibres qu'il va falloir retrouver. Donc je suis d'accord pour retirer l'amendement qui était un amendement de principe par rapport au caractère exceptionnel de la possibilité d'urbaniser dans les zones naturelles, agricoles et forestières, mais je souhaite qu'on soit attentif aux deux amendements 82 et 85. C'est ce que j'ai cru comprendre. Merci. Avant de donner la parole au rapporteur, je rappelle que nous sommes en séance publique et que nous ne sommes pas en commission. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. J'ai bien compris, Monsieur le Président, mais il est des fois nécessaire d'essayer de trouver des points de convergence et ce n'est pas, je dirais, la moindre des qualités de pouvoir le faire dans notre Haute Assemblée. Voilà. Donc, alors, bon, très honnêtement, vous avez raison de le dire, on n'est pas dans une discussion, on est dans un compromis, pas une discussion de marchand de tapis. Donc, moi, je suis d'accord pour le 82, Monsieur Jarlier, mais la Commission, enfin, à travers le rapporteur, donnera un avis favorable pour le 82, mais pour le reste, je ne m'engage pas. Donc ce sera un avis défavorable comme c'était prévu au départ. Je vous rappelle que les friches ont été enlevées au niveau de la commission. On verra bien en commission mixte paritaire ce qu'il en demeurera. Je ne pense pas que ça reviendra puisqu'elles ne sont pas revenues dans le texte. Voilà, donc j'en reste à cette position et je vous demande d'essayer de faire un effort pour qu'on puisse respecter ce point d'équilibre. Merci, monsieur le rapporteur. Les amendements sont retirés, Madame Lamure, au profit du 82. Monsieur le Président, non, nous ne sommes pas dans la même discussion, puisque l'amendement que j'ai présenté concerne l'autorisation des constructions démontables dans les secteurs délimités. Donc, si vous refusez cet amendement, il y a beaucoup d'incohérences dans votre raisonnement, parce que d'un côté, vous êtes rigoriste, notamment avec les zones de pastillage qui viennent d'être défendues, et d'un autre côté, vous allez autoriser des constructions en pleine zone agricole, où l'on va voir fleurir à la fois des chalets démontables, des yourtes et des caravanes, qui n'ont rien à faire dans nos paysages, et qui, en plus, affectent les parties de zones agricoles. Donc moi, je maintiens évidemment cet amendement qui n'a pas de lien, encore une fois, avec ce qui vient d'être discuté. Merci. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 214 qui a reçu l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. L'amendement 170 retiré, Monsieur Sueur? Oui, merci Monsieur le Président. Eu égard aux efforts importants de synthèse de Monsieur le rapporteur, il est retiré. Le 81 est retiré? Il est retiré. Nous passons donc à l'amendement 290 rectifié de Monsieur Colomba. Je présenterai aussi le suivant qui va dans le... Et je vous demande un peu d'attention parce que c'est un problème un petit peu compliqué. Un problème un petit peu plus compliqué parce que sont en cause non seulement l'article 73, mais l'article 59 dont nous parlerons cet après-midi. En première lecture, j'avais eu un échange, disons, un peu musclé avec Madame la Ministre sur ce sujet qui, partout en France, mais particulièrement dans les zones sud, soumises à une forte pression d'urbanisation, donc nous intéresse directement. Quel est le problème? Eh bien, il est à la fois de lutter contre le mitage du paysage par n'importe quel type de construction. On fait un petit cabanon, on commence par faire un petit cabanon et puis on fait une maison à la fin, sans autorisation. Puis comme je disais, ceux qui vendent les bouts de terrain recommandent donc aux personnes qui achètent de ne rien dire et de venir s'inscrire sur les listes électorales pour modifier le PLU. Donc il y a à la fois lutter contre ce mitage du paysage et d'autre part, il existe des endroits qui sont effectivement occupés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans par des gens qui sont là et puis qui restent là et puis que vous ne pourrez pas mettre ailleurs et de toute façon ce sont souvent des gens extrêmement modestes qui posent des problèmes quand eux ils n'ont pas acquis un morceau de camping qui ferme l'hiver, enfin des histoires de fous. Bon, donc il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème et l'un des intérêts de ce texte, c'est d'essayer d'apporter donc une solution. Alors,
en première lecture, l'article 59 avait été supprimé par le Sénat, ce qui était effectivement un peu excessif. Les amendements que je proposerai, et cet après-midi et maintenant, c'est de dire on maintient effectivement la possibilité, dans certaines conditions, de faire des pastilles, qu'on les appelle comme on veut, mais pas n'importe où et surtout pas à n'importe quelles conditions. Et c'était, à mon avis, le grand manque du texte initial, d'où cet amendement 290. Alors, je rappelle quand même, parenthèse, pour répondre un peu à Mme Lamure, c'est que ce sont les conseils municipaux qui décident. C'est pas comme ça, voilà, bah oui, j'arrive. Non, mais je veux dire que, donc, on peut quand même considérer qu'ils le font à bon escient. C'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est si ça correspond véritablement à un besoin. Et malheureusement, ça correspond souvent à un besoin. Mais, et c'est l'objet de cet amendement, il fixe aussi, ça n'y était pas, les conditions relatives au raccordement au réseau public. Parce que ce que je ne souhaitais pas, c'est qu'on puisse faire son petit puits, son petit forage chez nous, c'est la mode, son petit forage, sa petite éolienne, etc., son petit assainissement qui pollue partout. On se met dans les zones bien sûr boisées. Donc, fixe les conditions relatives au raccordement au réseau public, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Et ceinture et bretelles, dirait mon collègue, c'est l'amendement suivant, le 250. Ces secteurs sont délimités avec l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et des services départementaux d'incendie et de secours, c'est tout à fait important, avis réputé favorable s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de 3 mois à compter de la saisine. Merci, Monsieur Colomba. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements, Monsieur de Berry-de-Bas? Alors, je crois que Pierre-Yves Colomba a bien, je dirais, présenté l'amendement. C'est un amendement de cohérence avec l'amendement 289 que nous examinerons cet après-midi sur l'article 59, puisque l'article 59 a été réservé. Sur lequel, d'ailleurs, cet amendement sur l'article 59, je donnerai un avis favorable, dont il est normal que la Commission donne un avis favorable pour l'amendement 290. Elle donne par contre un avis défavorable sur l'amendement 250 rectifié, parce que comme nous allons avoir un décret qui fixe les caractéristiques, les conditions d'hygiène et de sécurité, ce décret, bien entendu, tiendra compte de la sécurité incendie. Donc, on n'a pas besoin de rappeler que, voilà. Donc, je donnerai donc avis favorable sur le 290 et retrait, ou s'il n'y a pas de retrait, avis défavorable sur le 250 rectifié. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement est favorable, comme le rapporteur, au 290, puisqu'il répond à l'objectif poursuivi par le projet de loi de clarification du régime juridique applicable à ces projets. Et donc, l'implantation de résidences démontables sera mieux encadrée via le document d'urbanisme. En ce qui concerne le 250, moi je demanderais plutôt le retrait, puisque je considère qu'effectivement il est satisfait, puisque les règlements du PLU devront préciser les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles devront satisfaire les projets d'installation de résidences démontables, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler. Merci. Monsieur Donis. Oui, je trouve particulièrement bienvenu l'amendement de notre collègue Colomba, car nous partageons dans les Alpes-Maritimes les problématiques qu'il a décrites dans son département du Var. Donc, il m'apparaît particulièrement opportun que nous adoptions cet amendement. Je pense qu'effectivement, il serait judicieux qu'il y ait un retrait de l'amendement 250 rectifié. Je souligne simplement, c'est le sens aussi de mon intervention, le délai de 3 mois qui m'apparaît un peu long,
puisque nous avons quand même intérêt à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans les délais et les procédures, et le délai de 2 mois qui s'impose en la matière m'apparaît plus pertinent dans ce qui sortira du ministère, qu'il n'y ait pas là des délais qui soient différents les uns des autres. Je plaide pour qu'on ait une unité en termes de délai. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement. Oui, Monsieur Mirassou. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour remarquer, comme l'a fait tout à l'heure Pierre-Yves Collombat, que lors de la discussion initiale, l'échange avait été vif, le mot est faible, mais c'est en même temps la démonstration aujourd'hui que le phénomène de maturation peut permettre au bon sens de l'emporter. Donc cet amendement est empreint à la fois de bon sens et de justice, parce qu'il s'adresse préférentiellement aussi aux gens qui ont des revenus relativement modérés. Et donc, complètement satisfait de cet amendement. Et idem pour le 250, je crois qu'il y a lieu d'opérer un retrait. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement 290 rectifié qui a reçu l'avis favorable du gouvernement et de la commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Le 250 est retiré? Il est retiré. Nous en arrivons à 7 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 215 rectifié, Madame Lamure. Oui, Monsieur le Président, pour résumer, il s'agit ici de permettre l'extension mesurée des constructions existantes dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Et bien entendu, ce sont les documents d'urbanisme qui fixeront les critères de ce caractère mesuré. Merci. Amendement 82 rectifié, Monsieur Jarlier. Il était défendu. Je crois que je l'ai déjà un peu défendu tout à l'heure. Il s'agit en fait d'éviter de faire un inventaire systématique de tous les bâtiments qui pourraient faire l'objet d'un changement de destination, notamment dans les zones agricoles. Mais pour ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a des secteurs agricoles, notamment en zone de moyenne montagne, qui aujourd'hui présentent des bâtiments qui ne sont plus utilisés parce que les agriculteurs ont construit de nouvelles stabulations, de nouvelles exploitations. Et ces bâtiments qui sont très intéressants au plan architectural peuvent aussi faire l'objet de changements de destination pour faire des logements, accueillir de nouvelles populations, éviter donc de faire de l'étalement urbain, puisqu'on n'a pas besoin de refaire des voiries, on n'a pas besoin de ramener des réseaux. Faut-il encore que ce soit possible? Et le texte, là, pour le coup, est relativement contraignant parce qu'il nécessite de faire l'inventaire de ces bâtiments, mais ils sont extrêmement nombreux. Alors, premièrement, ça va coûter très cher, parce que, bon, je ne sais pas, si on fait un PLUI, parce qu'on est toujours dans cette logique, une trentaine de communes, s'il y a X villages, on va avoir 4 000, 5 000 bâtiments à inventorier. Donc ça va coûter extrêmement cher. Ensuite, moi, je veux attirer l'attention aussi sur le risque qu'il y a pour le maire de prendre la responsabilité de dire ce bâtiment est intéressant et finalement celui-là ne l'est pas. Problème de voisinage, problème aussi de contentieux. On me dit qu'il y aura du contentieux s'il n'y a pas d'inventaire, mais là, il y aura aussi du contentieux. Pour quels critères vous avez défini que, finalement, ce bâtiment ne mérite pas d'être restauré? Donc, moi, il me semble qu'il vaudrait mieux mettre des clauses dans le règlement qui fixent les caractéristiques des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'une restauration et d'un changement de destination, plutôt que d'en faire l'inventaire. Ça faisait partie des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, voilà le sens de cet amendement. Le 83 est défendu, c'est un amendement de repli. Monsieur Jarlier. Le 83, il est défendu, c'est un amendement de repli. C'est un repli, merci. Amendement 177 rectifié, Monsieur Sueur. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue, Monsieur Gérard Collomb, souhaite que l'on prenne en compte les éléments architecturaux et de patrimoine qui ont été oubliés dans notre législation dans le cadre des zones naturelles ou forestières. Rien ne justifie en effet, nous expose M. Collomb, je pense qu'il a vraiment raison, que les éléments architecturaux et patrimoniaux de bâtiments implantés en zone naturelle ou forestière ne soient pas pris en compte par le règlement qui peut permettre un changement de destination ou une extension limitée sous condition de ne pas compromettre la vocation de la zone principalement agricole forestière. À défaut de toute prise en compte, il y a un risque
de paupérisation et de disparition d'un patrimoine de qualité dans ces zones. Je pense vraiment à des édifices, à des habitations, à des monuments qui relèvent de notre patrimoine et à ce titre méritent d'être pris en considération. 64 rectifié, 84 rectifié, 85, M. Jarlier, ils ont été défendus. Alors, je vous en prie. Je soutiens le 64, oui. Je défends cet amendement au nom de mon collègue Jean-Paul Amoudry, qui y tient beaucoup, car il touche particulièrement les zones de montagne. Afin d'assurer la protection de leurs paysages, certaines communes ont choisi de classer des secteurs à vocation agricole en zone naturelle. Or, dans ces secteurs où la vie permanente agricole a permis le maintien de la qualité des sites, sont implantés des bâtiments traditionnels à forte valeur patrimoniale, qui, n'ayant plus d'usage agricole, méritent d'être conservés. Aussi, il convient d'étendre aux zones naturelles la faculté de réutiliser ces bâtiments existants pour les zones agricoles. Cette possibilité de changement de destination et d'extension limitée des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial s'exercera dans des conditions très encadrées, qui nécessitera notamment de soumettre l'autorisation des travaux à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet amendement rejoint le précédent, adopté l'amendement précédent. Merci. 84 rectifié, M. Jarlier. Oui, le 84 rectifié concerne la commission, la CDCEA, avec l'avis conforme qui a été ajouté, qui pose quand même un problème parce que il y aura forcément des problèmes de voisinage. Et moi, je pense que le fait de mettre l'avis conforme de la commission départementale de consommation des espaces agricoles pose le problème du juge et partie. C'est-à-dire que dans certains cas, on aura une position de la commission qui sera liée directement à un avis local. Et ça, tout ça est lié aussi au principe même de la composition de cette commission, où il y a peu de... Donc ça nous rapporte peut-être à un futur débat dans la loi agricole, mais il faudra revoir, je pense, vraiment la composition de cette commission dans la mesure où elle va avoir de plus en plus de rôle dans tout ce qui concerne le droit des sols, finalement, en zone rurale. Donc pour l'instant, il me semble un peu prématuré de mettre un avis conforme à la commission départementale dans la composition actuelle de ces commissions. Et ensuite, j'allais dire que c'est finalement le sort de cet amendement dépend directement du sort du 82. Parce que si on relâche un peu les taux sur le 82, on peut imaginer peut-être d'avoir une position un peu différente. Mais dans tous les cas, il me semble que compte tenu de la composition des commissions actuellement, il est difficile qu'elle soit vraiment juge dans ce type de préoccupation. Vous présentez le 85 ? Alors, le 85 est directement lié à 2 ou 3 amendements qui viennent d'être présentés s'agissant des zones naturelles. Et M. Collomb avait raison de préciser qu'on a oublié dans les nouveaux dispositifs de prévoir qu'effectivement, dans les zones naturelles, il peut y avoir des bâtiments qui sont intéressants et qui méritent d'être rénovés et un changement de destination. Pour autant, dans ce cas, moi, autant j'étais pas d'accord sur l'inventaire dans les zones A, autant là, il faut être beaucoup plus précis et on pourrait imaginer qu'il y ait une identification de ces bâtiments dans ces zones N. Donc, il faudrait vraiment rajouter quelque chose pour que si on a des zones naturelles et s'il y a des bâtiments très intéressants qui méritent d'être restaurés ou qui méritent de pouvoir changer de destination de locaux, on puisse le faire. J'ajoute que, attention, parce que lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, il y a un certain nombre de dérogations qui permettent de le faire, notamment avec la loi montagne, notamment par exemple pour changer de destination des burons, des chalets d'alpage. Et donc il ne faudrait pas qu'on incite les maires à ne pas se lancer dans un PLUI parce qu'ils ont des dérogations possibles lorsqu'on est en dehors des zones urbanisées en montagne, s'il n'y a pas de document d'urbanisme. Et à l'intérieur du document d'urbanisme, on ne trouverait pas cette possibilité. Donc il me semble important qu'on puisse rajouter le cas des zones naturelles et des bâtiments intéressants dans ces zones. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Alors, je voudrais quand même rappeler que nous sommes partis de loin. Quand le texte nous est arrivé au Sénat en première lecture, l'exception n'existait plus et nous avons, à l'issue d'une discussion, même dans l'hémicycle lors de la première lecture, donné satisfaction et je dirais que nous avons
particulièrement adouci le texte tel qu'il était sorti, et nous avions accepté en première lecture des amendements proposés par M. Jarlier et son groupe. Bon, aujourd'hui, j'étais en clair, la commission, à mon initiative, avait décidé de donner un avis défavorable à tous ces amendements, compte tenu de la position d'équilibre que nous avions trouvée, parce que je veux bien dire l'équilibre n'est pas assez fort, mais c'était quand même une position d'équilibre. Donc, je donne un avis favorable à titre personnel, puisque la commission n'a pas été saisie, sur l'amendement 82 rectifié, qui a fait l'objet d'une discussion il y a un instant, et permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que ça fait partie des discussions au Sénat que d'arriver à trouver un compromis. Parce que autrement, j'en ai vu d'autres, à d'autres périodes, où effectivement il y a eu des discussions entre les ministres, la majorité de l'époque. Donc moi je trouve que c'est très bien de pratiquer ainsi, c'est en toute transparence, dont tout le monde peut en juger. Donc pour être clair, je donne un avis favorable à cet amendement et je laisse l'avis défavorable de la Commission au 215 rectifié, au 83 rectifié, au 177 rectifié, au 64 rectifié, au 84 rectifié et au 85 rectifié. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. Quelle est la position du gouvernement, Monsieur le ministre? Monsieur le Président, le rapporteur m'a persuadé qu'effectivement, ici, le Sénat est la maison de la sagesse. Bon, et donc, le compromis, comme l'objectif du gouvernement, c'est effectivement d'arriver à ce que, là encore, lorsqu'on n'est pas en désaccord total sur le fond, voilà, qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, je reprendrai l'avis du rapporteur, c'est-à-dire un avis négatif sur le 215 rectifié, sur le 83, le 177, le 64, le 84 et 85. Par contre, un avis favorable sur le 82 rectifié. Merci. Monsieur Tandonnet. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la position du rapporteur, parce qu'il n'a rien lâché, le rapporteur, puisque en lâchant le 82, il a simplement de substituer un inventaire, la plupart du qui était photographique dans les PLU, on photographié les bâtiments à caractère architectural, on les ciblait avec des numéros sur la carte du PLU, et aujourd'hui, à la place de ça, on mettra un simple règlement, c'est-à-dire qu'on a compliqué les choses. Par contre, on n'a rien lâché sur le terme exceptionnel pour les zones, pour le pastillage, appelons-le comme il est appelé couramment. On n'a rien lâché, donc on n'a pas facilité l'aménagement des zones rurales. Moi, ce que je propose sur tous ces amendements, c'est que le 177 soit retenu. Le 177, il permet uniquement d'étendre ce qu'on fait dans les zones agricoles aux zones forestières et aux zones naturelles. Quand on a des bâtiments de caractère architectural exceptionnel, on permet de les réhabiliter, d'en changer la destination. Et je pense que l'amendement 177 doit être retenu dans le prolongement, la logique de ce qu'on fait dans les zones agricoles. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer des zones naturelles, on va étendre des zones agricoles sur des zones naturelles pour tordre la loi et permettre la réhabilitation des bâtiments architecturaux dans ces zones. Donc, étendons ce qui est possible en zone agricole, en zone naturelle et aux zones forestières. Il y a 4 ou 5 amendements qui le souhaitent et je crois qu'on fera du bon travail. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces amendements, commençant par le 215 rectifié qui a reçu l'avis défavorable du gouvernement et de la commission. Quels sont ceux qui souhaitent... Madame Lamure. Non, moi, je propose de le retirer puisque j'ai eu satisfaction, enfin en tout cas si l'amendement suivant de M. Jarlier est accepté. Merci. Il est retiré. Le 82 de M. Jarlier qui a reçu l'avis favorable de la commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui veulent l'adopter? Avis contraire? Il n'y en a pas. Il est adopté. Le 83 tombe. Le 177, je le mets aux voix. Il tombe également, oui. 64 aussi. 84 aussi. Et nous en arrivons au 85 qui a reçu un avis défavorable. Monsieur Jarlier.
Oui, vu le parcours des amendements qui viennent d'être appelés, il ne reste plus que cet amendement pour permettre aux zones naturelles d'avoir des bâtiments dans lesquels on peut intervenir. C'est-à-dire que, regardons bien ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à moins que le ministre nous dise le contraire, mais aujourd'hui, dans un document d'urbanisme, tel que le texte est écrit, en zone naturelle, on ne pourra pas identifier des bâtiments dans lesquels on peut intervenir et pour lesquels on peut faire un changement de destination de locaux. Donc, moi, j'insiste bien, c'était d'ailleurs l'esprit de l'amendement de M. Collomb et l'esprit de l'amendement de Mme Demure. Attention, on sait tous que dans les zones naturelles, il y a des bâtiments qui méritent d'être restaurés, qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Et là, donc, ça ne sera pas possible. Je mets aussi en garde notre Assemblée sur un risque, c'est qu'on a tous intérêt de mettre en place des zones naturelles pour préserver notre biodiversité, pour faire en sorte qu'on s'inscrive dans des politiques de développement durable. Mais il faut savoir que les élus vont donc laisser ces secteurs en zone A. Donc, au lieu de mettre des zones N, on aura des zones A dans lesquelles on pourra faire le changement de destination. Voilà, moi je préfère bien avertir parce que c'est ce qui va se passer ensuite. Donc moi, évidemment, je suis très attaché à cet amendement qui est un amendement qui permettra d'éviter des situations de blocage et en même temps qui évitera d'avoir des ruines dans un avenir relativement proche parce qu'on ne pourra pas restaurer ces bâtiments. Entre nous, là, pour le coup, ils sont beaucoup moins nombreux. Ce n'est pas le même cas que pour les zones A, parce qu'en zone naturelle, il y a forcément moins de bâtiments. Mais ils existent et ça fait partie de notre patrimoine. Il faut donc pouvoir les restaurer, les réhabiliter et les changer de destination. Il ne s'agit pas de faire de l'extension d'urbanisation. Il s'agit de maintenir notre patrimoine. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on vote cet amendement. Merci, Monsieur Labbé. Oui, par rapport à la préservation et la protection des zones naturelles, évidemment, moi et mon groupe, nous y sommes extrêmement sensibles. Maintenant, les arguments qu'a mis en avant Pierre Jarlier tiennent complètement et auraient, si on ne le croit pas, auront l'effet pervers de tendre à classer plutôt, à ne pas classer en naturel pour ne pas être dérangé. Alors, on parle de patrimoine, on parle de contrôle, que ça ne se fait pas comme ça. Moi, je trouve que c'est un argument de bon sens qui mérite d'être retenu. Monsieur Donis. L'argumentation qui a été présentée par notre collègue Jarlier est pertinente et cohérente avec le reste. Alors, nous avons eu le débat en commission, effectivement, et je conçois qu'y compris le rapporteur doit être dans une situation délicate, puisque nous avons eu un débat en commission et le débat est en train d'évoluer. Quelque part, il doit être un peu tenu par l'avis de la commission. Donc, j'ai une pensée émue pour mon collègue, en l'occurrence. Mais si nous voulons être cohérents et ne pas avoir un effet pervers qui surgisse, tel qu'il a été décrit, avec des sorties de protection d'espaces naturels pour les mettre en terrain agricole, qui seraient contraires à la volonté que nous avons, il me paraît de bon ton et particulièrement judicieux que nous adoptions cet amendement, ce qui nous permettrait d'avoir un dispositif qui soit cohérent et ainsi pouvoir s'attacher à ce que nous limitions certains appétits et que nous restions bien sur une cohérence qui est autour de caractère architectural ou patrimonial, en l'occurrence, et qu'il n'y ait pas des petites dérives qui, par glissement successif, pourraient être introduites via les zones agricoles et où le caractère patrimonial et architectural risquerait là d'être un peu étiolé ou tordu pour les besoins de la cause. Donc, mes chers collègues, je pense que le groupe socialiste, si nous votions cet amendement, nous ferions œuvre utile. Merci. Monsieur Lenoir. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour que l'œuvre soit utile, nous allons essayer même d'en faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que l'ensemble des parlementaires soutiennent l'amendement de Monsieur Jarlier. Le groupe UMP le soutient avec beaucoup d'ardeur pour les raisons qui ont été clairement exprimées. C'est le bon sens, c'est la cohérence qui s'exprime à travers l'amendement qui est proposé. J'ajoute une observation. Nous sommes nombreux à exercer des fonctions locales.
avoir travaillé sur des documents d'urbanisme, nous avons du mal à supporter, je le dis à Monsieur le ministre, l'idée que les élus font n'importe quoi et que c'est l'administration qui redresse les torts qui sont commis par les élus. Il n'y a pas le point de vue de l'administration très rigoriste qui doit être impérativement respecté, et puis de l'autre côté, le point de vue des élus, laxistes, etc. Non, je crois que d'une façon générale, les élus sont extrêmement attachés à la préservation du patrimoine, sont très attachés à ce qu'on ne commette pas l'irréparable, dont souffriront des générations et des générations. Mais en revanche, et à travers, et je reviens à l'amendement que M. Charlier a défendu, à travers cette proposition, nous manifestons notre souhait que, effectivement, des bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial, pas historique, mais patrimonial, puissent être sauvegardés. Notre paysage rural est trop souvent constellé d'habitations qui ne peuvent absolument pas être maintenues dans des conditions acceptables, tout simplement parce que, eh bien voilà, situées dans des zones où l'interdiction sera tout à fait formelle. Alors, mes chers collègues, je vous l'ai dit en entrant dans le débat, du moins sur ce point, faisons un chef-d'œuvre et affirmons notre position pour qu'en CMP, une telle disposition puisse être inscrite dans le marbre. Merci. Monsieur le rapporteur. Hier, Madame la ministre disait la solitude du ministre devant l'Assemblée qui était devant elle. Bon, c'est un peu la solitude du rapporteur. Et quand même, un élu de terrain comme vous, maire pendant presque 20 ans, président d'une communauté d'agglo de 95 000 habitants, et travaillant quand même sur l'harmonisation des PLU avant de devenir un PLU intercommunal. Donc cette problématique, je l'ai bien en tête, chacun d'entre vous. Et il n'y aurait pas d'un côté celui qui comprend rien et de l'autre ceux qui comprennent tout. Bon, cela, non, mais je le dis pour bien situer la problématique. On a l'habitude de travailler ensemble en commission avec Elisabeth Lamure ou avec Jean-Claude Lenoir, et ça se passe. On a des points de vue qui sont très souvent convergents par rapport à ces problématiques-là. Je voudrais quand même vous rappeler que l'esprit du texte, c'est d'économiser quand même les terrains. C'est de veiller à ce qu'on ne se retrouve pas demain avec un peu n'importe quoi partout. Hein. Et quand on nous dit il faut faire préserver les espaces agricoles, etc., bon, il ne faudrait pas que de compromis en compromis ou d'amendement en amendement, on vide un petit peu le texte de sa substance. Mais cela étant, je pense que même si je donne un avis défavorable, je serai unanimement battu par les gens qui sont là. Peut-être il y a 2 ou 3 collègues qui diront quand même on le met dans une position un peu inconfortable, le rapporteur. Bon, voilà. Mais voilà. Donc, je vais demander au gouvernement ce qu'il pense de cet amendement et je vais faire appel à la sagesse du gouvernement parce que le rapporteur, il s'exprime au nom de la commission. La commission a donné un avis défavorable, comme il l'avait donné sur l'article, sur l'amendement précédent, sur lequel le rapporteur a donné personnellement son avis favorable. Bon, voilà. Alors effectivement, bâtissons un chef-d'œuvre, bâtissez-le. Je vais m'y associer sans ne pas mettre en péril ce chef-d'œuvre, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui sont souvent des chefs-d'œuvre en péril. Monsieur Jarlier, Pierre Jarlier, tout à l'heure, a dit attention, nous allons aller en commission mixte paritaire, peut-être que nous aurons besoin de billes en compromis. Je ne sais pas comment ça se passera. Bon, donc, votons cet amendement, mais après, voilà, votons-le. Avis de sagesse du rapporteur, ou demandant plutôt l'avis de sagesse du gouvernement, et puis comme ça, tous nos collègues
qu'ils soient sur le plan de gauche, du centre ou de droite, seront satisfaits si nous votons cet amendement. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ce chef-d'œuvre? Monsieur le rapporteur, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur parlait d'un moment de solitude de la ministre. En ce qui me concerne, ayant à traiter jour après jour les problèmes des zones urbaines sensibles et ainsi de suite, je voulais en tout cas remercier la ministre du FLO d'avoir permis d'assister à ce débat qui est pour moi assez vivifiant. Voilà. Donc, et de pouvoir constater que effectivement cette assemblée remplit bien sa fonction, qui est la fonction de petit à petit aboutir soit en commission, soit en séance du chef-d'œuvre. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas à des œuvres qui soient les plus parfaites possibles, et les œuvres complètes. Donc voilà, si le rapporteur demandait exprimer sa sagesse, donc en ce qui me concerne, je me remettrai à la sagesse du Sénat. Merci. Je vais donc consulter la sagesse de notre Assemblée. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement 85? Avis contraire? Il n'y en a pas. Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement 251 rectifié. Monsieur Colomba. Excusez-moi, Monsieur Mirassou. Bien, toujours la même problématique, permettre un certain nombre de réalisations qui jusque-là ne l'étaient pas, mais les encadrer de façon à ce que ça n'y ait pas de débordement. Alors, ce que je propose par cet amendement, c'est de fixer des zones où les constructions sont admises, mais non raccordées au réseau public. Tout à l'heure, nous avons parlé des problèmes de raccordement au réseau public d'eau et d'assainissement, fixer un coefficient d'occupation des sols pour limiter la densité de ces pastilles. Alors, je sais bien que c'est en contradiction avec une des inventions de la loi SRU, mais puisqu'on est dans les dérogations, puisqu'on est dans le traitement des cas particuliers, ça serait quand même un petit peu dommage que lorsqu'on ne peut pas réguler le nombre de constructions par les capacités des réseaux, qu'on n'ait pas d'autre instrument que refuser ou accorder, mais accorder sans savoir ce qu'on accorde. Donc voilà l'esprit de cet amendement. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Bon, le projet de loi a supprimé les choses, les rétablir, bon, ça me semble contre-productif. Et puis, les rétablir pour les bâtiments démontables ou mobiles, je ne vois pas comment on pourrait trouver des règles. Ça me semble très, très compliqué. Et j'en parle en connaissance de cause parce que dans ma commune, j'avais au moins 50 terrains qui étaient, je dirais, à destination de ce type d'habitat. Voilà, donc je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc c'est un avis défavorable. Voilà pour les discussions des sénateurs relatives au projet de loi sur le logement, projet de loi présenté en deuxième lecture par Cécile Duflot. Cet après-midi, les sénateurs vont poursuivre les discussions sur ce projet de loi sur le logement en s'attaquant à un point essentiel puisqu'ils vont aborder la question de la création des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On y revient bien sûr cet après-midi à 19 h pour 24 heures Sénat présenté par Marie Brémaud. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.